Vous écoutez France Culture. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous et bienvenue sur les nouveaux chemins. Hey, you know what? Diffusés tous les jours de 10h à 11h, les nouveaux chemins sont réalisés par Midia Portis-Guérin et Alain Joubert à la technique. Ils sont préparés par Géraldine Mosna-Savoie et Anne-Catherine Lochard. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une véritable assemblée de lacaniens pour une émission spéciale consacrée à Jacques Lacan en partenariat avec l'École normale supérieure pour les 30 ans de la disparition de Jacques Lacan. Catherine Clément a organisé une soirée de lecture non-stop d'extraits qu'elle a choisis dans l'œuvre du maître. Lacan, il était à coup sûr le prince de l'équivoque, mais il ne faut pas craindre de le lire. Son œuvre est cristalline, sa parole chantante, son hystérie évidente. On entre dans ses écrits comme on se glisse dans les noces de Figaro. Ça s'envole et ça coupe, ça se tait et ça repart. La langue de Lacan n'est jamais en repos, elle est perturbée par des coupures, des scansions, de longs lamentos. Que son œuvre soit aujourd'hui contestée, rien de plus normal. Il n'est pas donné à tout le monde d'appeler ses patients « mon chou ». Le parler Sacha Guitry est passé de mode. Le nom de Lacan résonne aujourd'hui comme un test de psychologie expérimentale. Vous le prononcez, c'est le tumulte. Il provoque une réplique immédiate. D'aucuns le disent séducteur, génial, révolutionnaire. D'autres le disent histrion, vieux jeu, conservateur. D'autres encore le traitent de médecin bienveillant, de cabotin, de charlatan, de charmeur invétéré. Il n'y a pas de fin à cette liste improvisée, selon que vous ferez appel à ces anciens analysants, aux auditeurs de ces séminaires, à ceux qui ont pris le parti de divorcer de lui, tels François Roustan ou Jean-Bertrand Pontalis, vous aurez des appréciations pouvant aller de l'éloge au blâme à la gentillesse. 30 ans après sa mort, Jacques Lacan, 1901-1981, c'est une trivialité de le remarquer, ne laisse pas indifférents ceux qui l'ont connu. Il clive, car son seul nom déchaîne encore un tourment de passion. Nous avons 1 heure pour rendre hommage au plus turbulent des psychanalystes français. Alors une spéciale Lacan avec cet invité que je ne vais même pas prendre la peine de présenter immédiatement. Ils se nommeront, car pour cette spéciale Lacan, nous allons commencer par un tour de table inédit. Le 21e siècle sera-t-il, oui ou non, lacanien? Pour cette spéciale Lacan, des psychanalystes autour de cette table vont vous répondre. Et tout d'abord, Monsieur Alouche, auteur de L'amour, Lacan, qui ouvre le feu. Si vous me demandez comment se transmet la psychanalyse, je vous répondrai par des anecdotes. Je crois que c'est parce que Freud a écrit des cas cliniques qui ressemblaient à des romans, que d'autres personnes sont venues le voir et que petit à petit les choses se sont montées comme ça. Pour moi, concernant Lacan, il y a une anecdote qui ne le concerne pas directement, mais qui dit, à mon avis, le fond de sa position. C'était donc en 1947, quand Artaud fait sa conférence au Vieux-Colombier. Dans le hall, après la conférence, Gide prend sa cape, comme ça, la jette en arrière et dit, comme ça, à la cantonade assez fort, « Nous sommes tous des gens foutres ». Et je pense que le fond de la position de Lacan vis-à-vis de la folie,
C'est ça, c'est que nous sommes tous des gens foutres. À partir de là, c'est effectivement plutôt l'anecdote qui fonctionne que la transmission de la théorie. Et l'avenir Lacan L'avenir n'est pas prévisible. Si vous considérez qu'il y a eu transmission de Freud à Lacan, plutôt de Lacan à Freud, d'une certaine façon, si vous considérez qu'il y a eu transmission, ce ne c'est jamais ce qu'on prévoit comme susceptible de transmettre qui transmet quoi que ce soit. Ça a été... Lacan n'était pas prévu par Freud. Ursula Renard, vous êtes psychologue et psychanalyste. Pour moi, c'est une question difficile, mais je pense que ça dépend beaucoup des psychanalystes eux-mêmes, ce que deviendra la psychanalyse lacanienne au XXIe siècle, puisque c'est leur capacité de pouvoir maintenir un discours subversif par rapport au discours commun et au discours aujourd'hui dont on est confronté, discours de la science et politique également. La difficulté, c'est que la psychanalyse, en tout cas, une difficulté, c'est qu'elle ne rend pas indifférent, mais c'est aussi une bonne santé psychique, quelque part, qu'il n'y a pas d'indifférence à la psychanalyse, y compris lacanienne. Donc je pense que la transmission se fait d'analyse en analyse. Elle se fait également par les universités, mais ça c'est autre chose, c'est un autre savoir. Donc chaque psychanalyste a la responsabilité de transmettre son savoir, qui n'est pas un savoir tel qu'on peut l'entendre dans les discours communs. À côté de vous, Anaït Dasseter-Mesropian. Alors vous avez écrit psychanalyste en devenir chez Encre Marine. C'était une question pour vous. Oui, effectivement, la transmission, je la pense un peu à la suite d'Ursula. Il y a la transmission universitaire qui me paraît indispensable pour des fondements théoriques auxquels on ne peut pas échapper. Ceci dit, je crois que Lacan, il me semble, a beaucoup insisté là-dessus, que la transmission se fait aussi par le témoignage de sa propre expérience, et en tout cas en évitant jamais de se remettre en question soi-même. Et peut-être que l'une des pistes de l'avenir de la psychanalyse, je pense à ça en vous écoutant aussi, c'est de travailler sur que les analystes témoignent en fait de leur expérience, y compris de leurs erreurs, puisque tout à l'heure, M. Alouche parlait du fait qu'on ne parlait pas beaucoup des défauts de Lacan, mais que les analystes aient une certaine forme d'humilité à témoigner de leurs difficultés pour transmettre à ceux qui arrivent. À côté de vous, Colette Solaire, dont vous avez écrit Les affects lacaniens récemment et L'inconscient réinventé. Tous deux étaient parus aux presses universitaires de France. Alors, psychanalyse et lacanisme, est-ce que c'est la même chose? Mais je vous pose la question de départ sur l'avenir, disons, du lacanisme. Oui. À vrai dire, je n'avais pas pris la question, les réponses de mes collègues m'étonnent, je n'avais pas pris votre question comme une question sur l'avenir du lacanisme, mais sur le rapport entre Lacan et le siècle. Pour ce qui est de l'avenir de la psychanalyse, je pense qu'elle sera lacanienne ou qu'elle ne sera pas. Parce que c'est quand même de ce côté-là que reste ce qu'il y a de vivant dans la psychanalyse. Et sinon, elle va petit à petit rentrer dans la grande psy, la masse psy. Alors, par contre... le marché de la souffrance psychique. Voilà, exactement, qui est un gros marché et qui va l'être toujours plus, toujours plus. Alors, par contre, je pense que le siècle est déjà lacanien, et sans paradoxe. Il est déjà lacanien dans le sens où maintenant, tout le monde, chacun, sait, soupçonne, perçoit que les conduites sont dirigées par les plus de jouir. Ce terme de Lacan qui désigne, au fond, implicitement qu'il y a du manque à jouir, qu'on cherche à compenser. Et toutes les sociétés ont eu pour problème de rendre ce manque à jouir supportable. Il ne l'est plus aujourd'hui parce que le capitalisme n'offre que des plus jouirs à consommer. Or, c'est ce que Lacan appelait la montée au zénith social de l'objet. Et qu'est-ce que Lacan a apporté? C'est pas sur le langage qu'il a apporté, c'est sur le fait que le langage et l'inconscient langage règlent les jouissances et règlent donc les affects subjectifs qui en dérivent. Et d'une certaine façon, on voit là la portée politique de la psychanalyse. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le réel du fait du capitalisme scientifique se répercute sur les inconscients. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la façon dont chacun jouit corporellement et dont il est affecté subjectivement, ça vient de l'inconscient, qui est l'opérateur réel. Et cela, c'est l'apport de Lacan. Et tout le monde commence à percevoir. Il y a un écho dans le siècle de ça, je crois. Merci Colette Solaire. Alain Vanier, vous aviez publié
aux belles lettres, un petit Lacan très clair dans la collection de Richard Zeren, qui est disparu récemment, mais qui dirigeait cette collection des figures du savoir. À chaque fois, on est quasiment sûr que ce sont des bons livres, donc vous aviez un bon éditeur, Alain Vanier, ou alors vous êtes un excellent auteur. Merci. Je reprendrai la question alors de façon beaucoup plus simple, parce que je crois qu'il y a quand même deux choses autour de ce mot Lacan. Il y a à la fois, inévitablement, qu'il le veuille ou non, et ça participe d'une résistance à la psychanalyse, la place que Lacan va occuper dans l'histoire des idées à un moment donné. C'est-à-dire que aujourd'hui, indiscutablement, bien qu'il ait dit à un moment donné qu'il n'y aurait jamais de lacanisme, que son œuvre ne se prêtait pas à ça, force est de constater qu'il y en a. Il a introduit dans la culture des signifiants nouveaux. Il y a des termes lacaniens qui circulent, même des manières de parler tout à fait qui reprennent des tournures de style, etc. Autre chose, alors je rejoins ce que disait Colette Solaire, autre chose est l'avenir de la psychanalyse, et cela, comme ça a été dit très justement, ça dépend des psychanalystes et de ce qu'ils feront de Lacan. Alors, peut-être que toute la question concernant la psychanalyse, c'est à quelle enseigne la loge-t-on ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle deviendra une psychothérapie parmi d'autres ? Et à ce moment-là, ça fera partie des déviations qui ont jalonné l'histoire de la psychanalyse. Mais ces déviations ont toujours été à chaque fois aussi des moments de relance. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où la loger. Elle est partout en porte-à-faux, dans le champ de la santé mentale. On en parlera peut-être à propos des institutions. Elle n'est pas à l'aise à l'hôpital, je l'espère en tout cas. Elle n'y est pas à l'université. Le jour où elle sera logée à une de ces enseignes de façon convenable et qu'elle s'y trouvera bien, elle disparaîtra. Écoutons Jacques Lacan. La représentation, jusqu'à y compris le préconscient de Freud, soit justement ce qui fait que la J.A. que j'ai écrit et qui veut dire jouissance de l'autre. Jouissance de l'autre en tant que parasexué. Jouissance pour l'homme de la supposée femme, et inversement pour la femme que nous n'avons pas à supposer, puisque la femme n'existe pas, mais pour une femme, par contre, l'homme qui lui est tout, hélas, il est même tout transphalique, que pour cette jouissance de l'autre parasexué qui n'existe pas, ne saurait même exister que par l'intermédiaire de la parole d'amour notamment, qui est bien la chose, je dois dire, la plus paradoxale et la plus étonnante, et dont il est évidemment tout à fait sensible et compréhensible, que Dieu me conseille de n'aimer que son prochain, et non pas du tout de se limiter à sa prochaine, car si on allait à sa prochaine, on irait tout simplement à l'échec. Vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance pour une émission consacrée à Jacques Lacan. 30 ans après sa mort, Jacques Lacan est né en 1901 et décédé en 1981, donc 30 ans après la mort du psychanalyste français Jacques Lacan. Nous nous interrogeons, et nous sommes nombreux pour nous interroger au cours de cette émission sur l'avenir du lacanisme. Alors Daniel Brun, c'est à ma prochaine là que j'adresse la parole. Vous avez écrit récemment Mère majuscule aux éditions Odile Jacob. Nous terminons notre tour de table sur cette question inaugurale. Oui, alors le 21e siècle sera-t-il lacanien ou pas ? La question me gêne un peu. Elle me gêne parce que je